Welcome to this final day of the Bonjour à cette dernière journée du collectif Align pour Avril. Je suis Dr Anshu Banerjee, je suis directeur du département de la santé maternelle néonatale des infantiles et des adolescents de l'OMS et je me félicite de présider cette séance intitulée Améliorer la qualité des soins. Nous avons des experts éminents du monde entier qui nous ont rejoints pour cette session. Tout d'abord, quelques remarques d'intendance. Nous serons présents dans les médias sociaux tout au long des discussions et nous vous encourageons à participer. Les mots dièses sont hashtag April Collectif et hashtag Road to 2023. L'interprétation simultanée est disponible en français. Si vous souhaitez entendre la session en français, cliquez le lien sur la map monde pour sélectionner le français. Nous vous encourageons à utiliser la fonction de messagerie pour afficher des commentaires, publier des commentaires ou des questions pendant cette session. Vous pouvez utiliser cette fonction pour poser des questions aux intervenants si vous le souhaitez. Si vous avez des problèmes techniques, cliquez sur la bulle rouge en bas de l'écran pour ouvrir la messagerie d'aide et qui vous contactera à l'équipe technique. Nous utiliserons plusieurs éléments interactifs pendant cette session. Nous vous encouragerons à participer. Lorsque vous serez appelé à ce faire, vous verrez une note dans la messagerie qui vous encouragera à baisser dans la page sur laquelle vous êtes pour répondre à des questions. Et vous pourrez ainsi répondre directement dans les fenêtres dans lesquelles ce sondage apparaîtra. Cela sera mis à jour automatiquement avec les résultats des votes ou des réponses de tous les participants. Pour commencer, nous avons une première question à vous poser. D'où venez-vous? Où êtes-vous aujourd'hui? Donc, sur la page de la session, trouvez le bouton plus et saisissez votre information, donc le pays où vous êtes, pour qu'on ait cette information. Je voudrais maintenant donner la parole au docteur Amy Pollack, qui est responsable de la santé maternelle et néonatale à la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle mène les développements et l'exécution de la stratégie au travers toutes les équipes. Elle supervise également le programme de subvention et travaille en étroite coopération avec des partenaires et des homologues internes pour coordonner les efforts et atteindre ainsi les objectifs du programme. Amy a plus de 25 années d'expérience dans les soins de santé domestiques internationaux et nous sommes ravis de lui donner la parole. Dr Pollack. Merci beaucoup, Anshu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à mes collègues. Pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer personnellement, j'espère que cela sera le cas rapidement. Comme Dr Banerjee l'a précisé, je suis directeur de la santé maternelle néonatale à la Fondation Bill et Melinda Gates et je m'occupe également des programmes de nutrition. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour apprendre de votre expérience, car c'est vous qui menez les efforts pour améliorer la qualité des soins dans la santé maternelle et néonatale autour du monde. Je tiens également à remercier le collectif Align MNH et les organisateurs de cet événement et qui m'ont invité à partager des réflexions sur l'importance de la qualité des soins pour les femmes. C'est un sujet qui a beaucoup évolué et progressé de certaines manières, mais pas suffisamment au long de mes années d'expérience en tant qu'obstétricienne de la santé publique et maintenant dans mon rôle actuel, mon mandat actuel à la Fondation Bill et Melinda Gates.
Nous savons que nous sommes à l'heure actuelle dans la troisième année d'une pandémie qui a exercé beaucoup de pression sur le système sanitaire autour du monde. Et nous faisons face sans cesse à de nouvelles crises, y compris tout dernièrement en Europe, qui a un impact très profond sur qui, notamment les femmes et les enfants. Environ 10 000 femmes de plus meurent chaque année dans les pays à revenus faibles intermédiaires qu'avant la pandémie, en raison des perturbations provoquées par la pandémie. Et nous savons que dans les circonstances négatives, quelles que soient les circonstances difficiles, les femmes vont quand même tomber enceintes et auront toujours besoin d'accoucher. Ces défis, nouveaux défis complexes, s'ajoutent aux défis toujours existants pour apporter des soins de qualité aux femmes et aux mères. Un défi qui existait déjà avant la pandémie, mais nous savons maintenant que nous sommes encore plus sous pression pour faire vraiment quelque chose de différent, de novateur, pour changer la situation actuelle où les systèmes sont faibles, ne sont pas résilients et n'ont pas permis d'offrir des systèmes efficaces et de qualité aux mères et aux nouveau-nés. À la Fondation Gates, nous continuons à mettre l'accent sur l'accès, mais également la qualité des soins pour les mères et les nouveau-nés, afin qu'elles reçoivent le soutien nécessaire pour survivre, s'épanouir et rester en vie pendant et après l'accouchement. C'est important pour atteindre la réduction de la mortalité, mais comme nous l'avons entendu d'autres intervenants hier et avant-hier, nous avons besoin d'améliorer également l'expérience des femmes dans les contextes sanitaires. Sinon, elles ne se rendront pas dans les cliniques, dans les institutions hospitalières pour des accouchements qui pourraient être à haut risque. Dans le contexte de gouvernements qui sont sous pression budgétaire, qui ont besoin de définir des priorités rigoureuses et strictes, avec tous nos partenaires et bailleurs de fonds, nous faisons de nos mieux pour développer des interventions basées sur des preuves qui puissent vraiment faire la différence. Donc, quelles sont les interventions sur lesquelles nous devons nous concentrer? Les femmes ont besoin de soins respectueux, ce personnel de santé qualifié. Le personnel sage-femme est vraiment sous pression, mais il est indispensable pour répondre aux besoins précis des femmes et assurer un continuum de soins. C'est ce qui fait la différence. J'ai été frappée par les données de 2021 sur les sages-femmes qui trouvaient que pas que l'ensemble des services pour éviter 83% des décès maternels, néonataux et de la mortalité. Si l'on étend la couverture universelle sanitaire aux sages-femmes, cela pourrait sauver 4,3 millions de vies d'ici 2025. Donc, nous savons ce qu'il faut faire et malgré cette connaissance, les sages-femmes ne représentent même pas 10% du personnel sanitaire mondial et continuent à être sous-estimés, ne pas avoir suffisamment de ressources. La moitié des programmes de formation des sages-femmes ont fermé pendant la pandémie, empêchant ainsi les prochaines générations d'obtenir la formation requise pour faire leur travail comme il faut. Avec le manque de sages-femmes qui s'annonce à l'horizon, nous travaillons avec l'Association internationale des sages-femmes et l'Alliance Ruban Blanc et d'autres partenaires pour amplifier la voix des sages-femmes et pour que cette problématique acquiert une importance plus grande à l'ordre du jour international. En faisant des progrès dans ce domaine, cela nous permettrait de faire des progrès critiques pour l'égalité des femmes et le leadership des femmes sur la scène sanitaire internationale, tout en dispensant des soins de meilleure qualité. Investir dans les programmes de formation de sage-femme est indispensable, mais nous avons besoin également d'autres investissements, ainsi dans les pratiques de données probantes, la nutrition maternelle et néonatale. Nous savons que cela a un impact important sur la santé néonatale pour améliorer également le respect des soins, avoir des interventions plus précises, plus respectueuses. Investir dans le programme des sages-femmes est indispensable, mais il y a d'autres possibilités d'améliorer les changements. Comme je l'ai dit, d'investissement dans des pratiques basées sur des données probantes est très important. Donc, j'espère pouvoir partager vos expériences lors de cette session, ainsi que lors de la conférence qui aura bientôt lieu sur la santé
santé maternelle et néonatale en 2023. Ce sont des événements qui offrent des opportunités très constructives pour que notre communauté mette en place des environnements plus propices afin de réaliser les objectifs de développement du millénaire et créer des réalités permettant à des mères en bonne santé de donner naissance à des nourrissons, à des bébés en bonne santé. Nous avons besoin d'utiliser notre poids collectif pour nous faire entendre et faire pression. Nous avons besoin de mener une véritable croisade dès maintenant. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre de cette croisade pour améliorer la qualité des soins pour toutes les mères et les nouveau-nés. Merci, Amy. Et merci d'avoir mis l'accent sur le rôle que peuvent jouer les sages-femmes dans la qualité des soins respectueux. J'ai le grand honneur maintenant de vous présenter les intervenants pour cette session. Nous avons la chef sage-femme Margaret Mana, qui est une sage-femme du Sierra Leone et qui a plus de 30 ans d'expérience au niveau clinique, académique et dans des institutions sanitaires également. Elle mène tous les efforts pour améliorer la qualité des soins au Sierra Leone et elle est à l'heure actuelle directrice du programme pour le programme de qualité des soins, le premier programme de gestion de la qualité dans ce pays. Nous avons également le docteur Gagan Gupta, qui est conseiller en chef pour la santé maternelle et néonatale à l'UNICEF, pédiatre et spécialiste en néonatalité. Il a plus de 20 années d'expérience en santé publique et a apporté son soutien à de nombreux pays pour améliorer les services de santé maternelle et néonatale. Nous avons également le docteur Mike English qui travaille dans le cadre du programme de recherche du Wellcome Trust en coopération avec le ministère de la Santé et une série d'autres collaborateurs internationaux au Kenya. Il est pédiatre, il travaille au Kenya depuis plus de 20 ans en mettant l'accent notamment sur l'amélioration des soins de santé dans les hôpitaux de district en Afrique. Nous avons la professeure Grace Irinu, pédiatre, responsable des soins pédiatriques et infantiles à l'Université de Nairobi au Kenya. Elle a une grande expérience en matière d'expertise et de diffusion des pratiques et d'une ligne directrice basée sur des données probantes et comment adapter ces directrices. Et enfin, nous avons la docteure Kathleen Hill, qui est médecin familial avec plus de 20 années d'expérience dans la provision de services, l'amélioration de la qualité des services dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Elle est conseillère en chef technique pour le programme Momentum de USAID. Elle travaille en étroite coopération avec des collègues des ministères de la Santé et des homologues nationaux pour soutenir l'amélioration des systèmes en mettant l'accent sur des systèmes des services de santé axés sur la personne. Je vais maintenant poser quelques questions à mes chers collègues si expérimentés. Nous savons que tout un système est nécessaire pour concrétiser la qualité. C'est une des conclusions des recherches pour améliorer la qualité des soins néonataux et maternels. Les actions pour améliorer une approche de qualité sont nécessaires pour maintenir une amélioration continue des services de santé maternelle et néonatale. Madame Mana, je voudrais vous demander tout d'abord quelles sont les premières leçons tirées dans les efforts pour améliorer et renforcer la qualité des soins, la gouvernance sanitaire et les structures sanitaires au niveau national et sous-national afin de maintenir et de développer la qualité des actions pour la qualité des soins maternels et néonataux, et cela basé sur votre expérience au Sierra Leone. Bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, merci beaucoup de vos paroles aimables. Tout d'abord, je commencerai par dire qu'au Sierra Leone, beaucoup d'investissements a été consacré à la santé maternelle et néonatale, mais malgré cela, la Sierra Leone est probablement un des pays qui a la mortalité maternelle et néonatale la plus élevée au monde. Donc, en termes de leçons à tirer,
Une évaluation avait été menée dans les profils de santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente et un des facteurs clés pour améliorer les indicateurs maternels et néonatales était justement la qualité des soins. À partir de là, nous avons dû faire pression, mener des activités de plaidoyer, de lobby auprès du système politique. Avec une volonté politique, il est possible, c'est possible de mener des actions pour que le Sierra Leone fasse partie du réseau d'amélioration de la qualité des soins. Donc, lorsqu'on a besoin vraiment d'une volonté, d'une détermination politique pour soutenir le développement dans la communauté. Donc, merci de cette opportunité que vous nous avez offerte. Deuxièmement, en termes de l'environnement politique dans les pays, nous avons dû travailler ensemble pour développer une politique qui définisse clairement quelles doivent être les priorités en termes de qualité de soins et d'amélioration de qualité, ainsi que définir une feuille de route. La feuille de route inclut des activités dans le cadre de santé maternelle et néonatale permettant une évolution, une évaluation, une mesure. Donc, des activités claires au niveau national, du district et de la communauté. Donc, ça, c'est notre guide de référence. À partir de là, nous avons des structures d'encadrement claires. Au niveau national, nous avons deux structures de gouvernance, un comité directeur et un groupe de travail technique. Le comité directeur comprend quatre directeurs de parties prenantes et présidé par le ministre de la Santé lui-même. Le directeur de RCH est le secrétaire de cette instance de gouvernance. Je siège moi-même au groupe de travail technique, ce qui me permet d'apporter mes connaissances techniques, les détails techniques. Ce groupe de travail technique est composé surtout d'experts techniques, y compris des représentants d'ONG, de droits humains et d'organes de recherche universitaire. Dans ce comité, nous discutons de questions techniques pour orienter toutes les activités favorisant la qualité des soins que nous souhaitons mettre en place. Et ces efforts sont ensuite partagés avec le comité directeur. Cet groupe de travail est présidé par un directeur et nous nous assurons que chaque mois, les réunions se tiennent, même pendant la pandémie. Il n'y a aucune excuse possible. Nous, au Sierra Leone, nous avons fait des efforts de formation, mais malgré cela, nous voyons qu'il y a beaucoup de pertes de personnel. Le ministre de la Santé a requis que tous les chefs de personnel mobilisent leur personnes pour nommer des responsables. Ainsi, dans chaque district, il y a un responsable, une personne chargée de la qualité des soins, ainsi que dans les hôpitaux. Ces responsables permettent ensuite de créer des comités de qualité de soins dans les districts. Les structures d'encadrement que nous avons avec les structures hospitalières et autres, eh bien, le responsable de qualité des soins siège dans ces structures de gouvernance pour pouvoir apporter l'axe qualité de soins dans toutes les actions et les programmes au cours de réunions qui se tiennent mensuellement. Toute institution, toute clinique dans la communauté a également un responsable de la qualité de soins. Et donc, cela se fait au niveau national, et district et communauté. Une fois que nous avons développé et nous avons développé également des mandats clairs pour les différents comités, parce que nous ne voulons pas que des personnes participent à des réunions sans savoir ce qu'elles doivent faire. Donc, des mandats clairs définissant les rôles et responsabilités de chacun de ces membres de comité. Nous avons également développé des outils de suivi, ce qui nous permet de faire un suivi conjoint avec d'autres partenaires.
Et ces informations sont communiquées aux responsables de qualité des soins au niveau communauté district. Donc, cela nous a permis de développer des priorités nationales qui sont extraites de la feuille de route et pour qu'il y ait un alignement au travers de tous les programmes de travail. Ce n'était pas le cas auparavant, mais maintenant, cela permet à tout le monde d'être aligné. Il y a une harmonisation dans la mise en œuvre. Je m'assure que les responsables de qualité soient informés, ils participent ensemble. Donc, voilà les structures de gouvernance que nous avons mises en place. Ensuite, nous avons créé également un tableau de bord sur la qualité des soins qui suit la performance dans des différentes cliniques installations au niveau des districts, au niveau de chaque institution. Ensuite, nous essayons de voir comment rassembler les différentes régions pour partager les expériences et les meilleures pratiques. L'an dernier, nous avons organisé notre première conférence sur la qualité des soins qui nous ont permis de présenter les différents projets en cours et de partager les leçons tirées de toutes ces expériences. Ceci nous a permis ensuite de développer un ensemble de mesures de mise en œuvre en mettant l'accent avant tout sur les conditions causantes des mortalités maternelles, néonatales et infantiles. Ce programme de mise en œuvre est maintenant défini et nous sommes maintenant en période de déploiement de ce programme. Cela dit, nous savons que nous avons encore de grands défis à relever et j'espère pouvoir vous en parler un peu plus tard. Donc voilà, de manière générale, l'ensemble des mesures que nous avons prises dans le pays pour accorder une plus grande priorité à la qualité des soins. Merci. Thank you very much, Major Margaret. And you can maybe Merci beaucoup, Margaret. C'est très intéressant de voir comment vous alignez vos ressources autour des objectifs communs et des activités. Peut-être vous pouvez nous en dire plus. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les ans, j'établis des priorités parmi les tâches à accomplir en fonction de la politique que nous nous sommes fixée et la feuille de route que nous avons mis en place. Donc, nous partageons la tâche avec différents groupes de travail technique et je leur dis, voilà quelles sont les priorités nationales, voilà ce que le ministère de la Santé veut investir pour obtenir les résultats escomptés. Donc, chaque partenaire s'en réfère à son organisation. Et ensuite, au niveau de l'organisation, nous partageons les réactions, le feedback sur les différents domaines et il y a des ressources pour ce faire. Donc, nous mettons sur pied un plan de travail commun, à la suite de quoi nous chiffrons ce plan de travail avec un calendrier. Et avant chaque activité, avant de l'entamer, on fait une planification commune. Et en fait, on bénéficie de l'aide des différents partenaires dans le pays. Donc, nous avons cette cartographie, puis nous partageons ce plan de travail, on le distribue et également on le partage avec les responsables qualité. Et chaque comité au sein des districts, tels que par exemple certains comités qui sont distribués, eh bien, chaque activité qu'ils devront entreprise est alignée par rapport à ce plan d'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole au deuxième intervenant, M. Gagan Gupta. Quelles sont les composantes nécessaires pour monter en puissance la santé maternelle et néonatale et notamment l'aspect qualitatif? Merci beaucoup, Dr Banerjee. Bonjour à tous. Depuis l'UNICEF, je parle aujourd'hui depuis Abuja. Il y a plusieurs critères fondamentaux pour augmenter la qualité des soins de santé maternelle et néonataux. Il y a plusieurs composantes au niveau de l'activité et au niveau du système de santé. Tout d'abord,
Il faut une vision et un leadership au niveau national. Nous allons commencer avec des projets pilotes et des piliers sur le chemin. Il s'agit d'un cheminement. Nous avons ensuite les étapes que nous franchissons, et elles prendront peut-être 5 ans, elles prendront peut-être 6 ans, mais l'important, c'est d'avoir une feuille de route pour le pays. Certains pays, l'Inde, le Bangladesh, le Sierra Leone, le Malawi, le Ghana, avaient déjà un leadership national très fort. Et ça, c'est fondamental. Il faut également des partenaires solides sur le terrain. Autre chose, nous partons avec une bonne couverture. Une couverture géographique. La qualité doit aller main dans la main avec une bonne couverture géographique. Deuxième élément très important, il faut une vision nationale, comme je l'ai dit, un leadership, mais ceci doit s'accompagner de financement. Il faut un financement soit entièrement au niveau national et interne, soit un financement extérieur. Il faut donc des partenaires de financement. Autre élément important, il faut rassembler ces ressources et ces ressources peuvent être en provenance soit des partenaires, soit du gouvernement. Mais l'important, c'est que même si ce sont les partenaires qui financent, la transition doit être graduelle. Il ne faut pas qu'il y ait un passage trop brusque de l'un à l'autre parce que ceci peut avoir un effet négatif sur la qualité des soins. Dans la partie suivante, je parlerai des ressources humaines qui sont l'autre élément important. Quatrième composante, l'équipement. Alors, c'est très facile de fournir un équipement, mais c'est difficile à entretenir et à faire une bonne maintenance de l'équipement. Par exemple, au Malawi, au Sierra Leone, il y a eu des bonnes initiatives qui ont visé à bien maintenir les équipements, les garder en bon état de fonctionnement. Ensuite, il faut une bonne infrastructure. Il faut s'assurer que nous avons des bons protocoles d'assainissement, de lavage et de stérilisation. Il faut donc que ceci soit en place, c'est fondamental. Et il faut aussi une bonne gestion des systèmes de données. Il faut prendre en compte la participation des familles, surtout pendant la phase de l'accouchement, et ensuite toute la partie qui suit les soins. Merci beaucoup, Dr Gagan. Est-ce que vous pourriez revenir sur les déterminants principaux de la qualité des soins pour la période néonatale, notamment les nouveau-nés qui sont malades? Bien. Tout d'abord, il faut compter sur de bonnes ressources humaines. Comme je l'ai dit, on ne peut pas contourner cela. Ce n'est pas facile, mais nous devons planifier des bonnes ressources humaines. Tout d'abord, il faut donc sortir de notre zone de confort et se dire que parfois, il est difficile d'obtenir des bonnes ressources humaines. Donc, il faut que nous ayons des ressources humaines dans le plan. Ensuite, il faut attirer les ressources humaines et les retenir. En Inde, il y a eu un travail pionnier. Nous avons changé la politique de recrutement au niveau des pédiatres, au niveau des médecins, des infirmières, et ensuite il y a eu un effort pour retenir ces professionnels de santé. Ensuite, nous avons inséré leur poste de travail et nous avons sanctuarisé. Puis, nous avons remarqué que parfois, il faut trouver des personnes. Il y a des personnes disponibles, mais le poste est déjà rempli. Donc, il faut s'arranger pour qu'on puisse trouver des débouchés aux personnes qui le souhaitent. Il faut également s'assurer qu'il n'y a pas de rotation trop rapide du personnel déjà formé. Je vous donne un exemple. Nous avons eu 4000 personnes qui se sont rendues à l'hôpital. Elles travaillaient, c'était des infirmières qui étaient bénévoles. Et donc, si les partenaires arrivent à mettre ensemble leurs ressources, eh bien, je pense que nous pouvons avoir un effet boule de neige.
Autre élément, les systèmes de données. Il faut savoir ce qui se passe dans ces unités. Il faut enregistrer, archiver, analyser et utiliser ces données pour avoir des réactions et un feedback. Donc, il faut enregistrer les mêmes variables pour que ce soit comparable. Le Malawi, Bangladesh et l'Inde l'ont fait. Il faut un système qui permette d'exploiter ces données, d'analyser les données et de donner des graphiques qui soient lisibles. Enfin, comment utiliser cela dans l'unité, dans un bureau, et comment utiliser ces données pour qu'il y ait une réaction transmise au district et au directeur des ressources humaines et d'approvisionnement, parce que, en fin de compte, ces ressources sont limitées. Mais il faut utiliser ces données pour faire une priorité parmi les nécessités. Nous avons donc un système pour collecter les données, les analyser et transmettre le résultat de cette analyse. Donc, pour résumer, je dirais que les deux éléments les plus importants sont ressources humaines et les systèmes de données. Mis ensemble, ceci permet de renforcer énormément la qualité des soins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Gagan. Nous allons prendre quelques instants pour voir s'il y a des questions de la part de l'auditoire. Donc, à l'écran, vous verrez, en faisant dérouler le menu sous cette vidéo, la possibilité de poser des questions. Nous savons que la qualité des soins est fondamentale pour maintenir les bons services de santé et la qualité. La réponse à la pandémie de COVID-19 nous a démontré qu'il était fondamental de garder un service de qualité. Or, même si le service a été maintenu, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Il y a également certaines tâches essentielles qui permettent d'assurer et de garantir la sécurité et la qualité des soins pour la santé maternelle et néonatale. Vous verrez qu'il y a 4 colonnes pour le leadership, l'apprentissage, la responsabilité, et appuyez sur la case qui vous permettra de répondre aux différents systèmes qui nous permettront de répondre au type de crise que nous rencontrons, que ce soit le leadership ou bien l'apprentissage ou la responsabilité. Vous pouvez entrer vos réponses en appuyant sur Publish. Et vous pouvez aussi soumettre plusieurs réponses. Tout ceci figurera sur le chat et sera disponible pendant toute la durée de notre session pour pouvoir réfléchir sur votre participation sur laquelle nous comptons. Je vais maintenant continuer avec notre panel. Le partage de l'apprentissage est fondamental pour pouvoir disséminer les connaissances, et la qualité est fondamentale au niveau du district et au niveau du point médical où est dispensé le service de santé. Mike, que peut-on apprendre de la théorie par rapport à l'amélioration de la stratégie pour qu'elle soit mieux intégrée dans les systèmes de santé? Merci, Anshu. Je suis très heureux d'être ici réunis avec tant d'éminents collègues et j'espère également que je pourrai avoir un dialogue avec les personnes qui nous écoutent dans le monde entier. Je vais vous raconter une histoire. Imaginez que vous êtes dans un dispensaire qui fournit des soins aux jeunes mères et aux nouveau-nés qui sont malades. Je suis persuadée que vous connaissez bien ce cadre. Donc, imaginez-vous dans ce cadre-là et pensez à la personne qui fait le ménage. Peut-être que c'est la femme de ménage qui voit une maman préoccupée et un petit nouveau-né très malade. La femme de ménage explique à l'infirmière ce qu'elle a vu, mais l'infirmière dit qu'elle doit aller au bloc opératoire et elle demande à la femme de ménage d'appeler le médecin. La question est de savoir,
Est-ce que vous aurez confiance dans la femme de ménage pour qu'elle appelle le médecin? Quel sera le message? Parfois, on réfléchit en termes de qualité, de sécurité, comme faisant partie d'un seul projet. Nous avons un responsable qualité ou bien une équipe contrôle qualité. Mais lorsque l'on parle d'un projet particulier, peut-être que le modèle ne s'applique pas exactement. Et c'est ça qui doit être changé. La qualité et la sécurité doivent faire partie intégrante de l'installation et de l'équipe. Cela doit faire partie de leur ADN. Nous devons faire en sorte que tout le monde réfléchisse tout le temps pour savoir comment faire en sorte de faire mieux et de faire avec encore plus de qualité de sécurité. Et je crois qu'il faut changer les mentalités, la culture. Depuis les personnes qui font le ménage jusqu'aux personnes qui reçoivent les soins de santé et des soins de haute qualité, si tout le monde participe dans la chaîne, consiste à reposer sur la confiance comme quoi ils seront respectés, comme quoi on prendra soin d'eux et que chacun fait de son mieux. Et cela repose sur une bonne communication. Le médecin doit avoir suffisamment de respect pour la femme de ménage pour l'écouter. Et cela passe également par le fait que les gens aient de l'initiative lorsqu'il y a une lacune. Peut-être que quelqu'un doit ramasser les morceaux pour éviter un problème encore plus important. Et cela demande de réfléchir et d'agir pour éviter que des incidents critiques deviennent des catastrophes. Ici, nous avons la réalité quotidienne de la résilience. Et il n'y a pas de résilience si tout le monde ne travaille pas ensemble en s'efforçant de faire de son mieux. Et comme je l'ai dit, c'est le style de direction, le style de leadership qui compte. Il ne suffit pas d'avoir une structure de commandement verticale en cascade. Cela ne marche pas, nous le savons. Nous devons réfléchir à propos du leadership, de la gestion, et il faut se débarrasser de la culpabilité que l'on voudrait faire porter aux autres. Et le rôle des sages-femmes est critique, je suis tout à fait d'accord, mais il faut également faire tomber les barrières entre professions et les chasses gardées, les territoires réservés pour que, par exemple, les sages-femmes ne se sentent pas exclues des soins du nouveau-né ou les infirmières ne pensent pas qu'elles sont utiles dans telle autre tâche qui est du domaine réservé de quelqu'un d'autre. Je crois qu'il faut un système qui reste à la fois souple et résilient. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le docteur Gagan. Ceux qui font marcher les systèmes de santé doivent combattre avec le plus grand fléau qui est les sous-effectifs. Lorsqu'il y a des sous-effectifs et qu'ils sont soumis à des pressions catastrophiques, ils sont en situation de burn-out, ils sont surchargés, surstressés et ils n'arrivent pas à subvenir aux tâches requises parce qu'ils sont en sous-effectif. Donc, il faut réfléchir à ce que les gens appellent parfois la partie logicielle des soins de santé et non pas uniquement la partie matérielle. Mais je vais vous redonner la parole. Merci beaucoup. Je vois que le chat est actif. Il y a encore des participants qui écrivent. Et par rapport à votre expérience et votre recherche dans l'amélioration des processus qualité, est-ce que vous pourriez nous décrire certaines de vos expériences dans ce domaine? Merci beaucoup, Anshu. Évidemment, je m'exprime au nom de beaucoup de collègues. J'ai travaillé longtemps au Kenya avec toute cette équipe. Nous avons commencé avec une stratégie délibérée d'intégrer et de mise en œuvre de tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas pensé à cela comme étant quelque chose à remettre à plus tard. Nous n'avons pas non plus considéré cela comme un exercice académique. La mise en œuvre de la recherche n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour mettre en œuvre des soins de qualité.
Notre stratégie, et j'espère que mes collègues qui auront participé à cette stratégie seront d'accord avec moi, est d'être complètement impliqués avec les praticiens. Nous construisons des réseaux que les praticiens apprécient. Donc, ensemble, ils peuvent avoir une approche de formation et d'apprentissage continu. Pour nous, il s'agit davantage d'une forme de recherche participative où nous apprenons également des praticiens qui prodiguent les soins. Et comme l'a dit Margaret, le fait d'écouter les personnes sur le terrain, le fait de partager ce qui ne marche pas, ce sont les éléments fondateurs d'un bon réseau. Et donc, sur la durée, on arrive à se retrouver, à réfléchir, à mettre en commun les préoccupations et également à partager beaucoup des causes profondes des dysfonctionnements. Comme je l'ai dit, nous avons parfois des questions et des problèmes d'organisation. Si il n'y a pas suffisamment de volontaires, on n'arrivera pas à résoudre les questions et les préoccupations demeurent. Donc aujourd'hui, il faut apprendre davantage avec les praticiens, laisser aux gens le temps et l'espace de réfléchir à ce qu'ils font. Et ceci, c'est de la recherche. Pour nous, l'amélioration de la qualité est trop souvent réduite à des graphiques ou des tableaux. Évidemment, on peut utiliser une liste de vérification et cocher les cases, mais ça, c'est une façon très superficielle d'envisager la qualité. Donc, l'amélioration de la qualité passe par énormément d'éléments dont parlait Margaret, l'apprentissage, le mentorat, l'accompagnement, faire en sorte que les gens s'intéressent et sont motivés par le changement. Tout cela doit être fait dans des contextes particuliers. On ne peut pas ignorer le fait que certains contextes ont des défis particuliers. Donc, il faut apprendre en restant aux côtés des praticiens. Ils comprennent mieux que personne leur réalité. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses d'un pays à l'autre. Donc, pour nous, je crois que la philosophie de cela est que la recherche est davantage une expérience. Je vous remercie. Peut-être pouvons-nous maintenant demander à Grace, dans un contexte hospitalier, que souhaite apprendre le personnel pour l'amélioration de la qualité? Quelles sont leurs priorités? Est-ce que les institutions de formation donnent aux personnes les compétences nécessaires pour l'amélioration continue? Grace, je vous donne la parole. Merci beaucoup et salutations chaleureuses du Kenya. Beaucoup de Kenyans se sont penchés sur ces questions et ont publié même. En ce qui concerne le personnel hospitalier et ce qu'ils souhaitent apprendre au niveau individuel, ils souhaitent apprendre, mais ils souhaitent apprendre ce qu'ils ne savent pas. Donc, nous devons les aider à être conscients de ce qu'ils ne savent pas, des lacunes de formation. Ce profil des connaissances doit leur permettre de voir des résultats. Donc, ça doit être aussi quelque chose que l'on peut utiliser scientifiquement, montrant que les résultats sont réalisables et peuvent être atteints. Cela leur permettra au personnel d'accepter le changement plutôt que de leur imposer des choses s'ils ne voient pas les résultats. Donc, par exemple, quelque chose de simple, tel que l'utilisation de certaines technologies. Nous savons que lors de la formation, lorsque nous enseignons en personne comment utiliser les outils en cas de traumatisme et choisir les bons outils, connecter le bébé au capteur de température afin d'améliorer lorsqu'il y a des traumatismes permettant en termes de température. Donc, cela permet d'apporter un meilleur soin au bébé pour qu'il ne souffre pas d'une baisse température. Donc, lorsqu'ils voient les résultats d'une intervention aussi simple, ils veulent en apprendre plus. Donc, pour que ces plans puissent être mis en pratique, on a besoin de champions, de personnes qui défendent ces plans. Lorsque l'on
forment des personnes, cela les aide ensuite à eux-mêmes devenir des défenseurs de cette formation. Ce sont des personnes qui ont envie d'en savoir encore plus, de se développer encore plus et qui sont à même de lire les recherches de l'OMS, par exemple, pour pouvoir être continuellement à jour. Donc, nous formons de telles personnes, ces champions, ces mentors qui vont eux-mêmes assurer la formation. Ensuite, nous leur apprenons également à lire des documents scientifiques, des publications scientifiques de l'OMS pour qu'ils puissent continuellement se mettre à jour par rapport aux dernières technologies. Donc, il est important d'avoir ces personnes, ces champions de la formation. Merci. Peut-être une autre question sur un sujet similaire. Donc, d'abord, permettre au personnel de développer ses propres capacités. Mais quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de la mise en œuvre des programmes de qualité, des soins reliant cela à la gestion de programmes au niveau district et communautaire? Merci. Pour que les personnes apprennent correctement, elles doivent être également capables de réfléchir, d'examiner, d'analyser leurs pratiques actuelles. L'apprentissage exige de savoir quelles sont les différentes alternatives possibles à une intervention. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il est important d'avoir des preuves également, des données probantes montrant que telle intervention est meilleure et donne de meilleurs résultats. Mais le personnel a également besoin de savoir réfléchir, analyser et réfléchir à ces informations. Et pour cela, un audit des connaissances est utile. Et il faut donc que ce personnel ait des connaissances en termes de meilleures pratiques, quels sont les meilleurs soins possibles et les lacunes qui existent par rapport aux pratiques actuelles utilisées. Cela leur permet ensuite d'apprendre à combler ces lacunes. Pour cela, ils doivent savoir identifier les problèmes qui existent dans les soins tels qu'ils sont dispensés et des solutions réalistes dans le contexte en question. Donc, l'identification des problèmes semble être quelque chose de tout simple, mais en fait, c'est un défi important. C'est une compétence qui, bien souvent, n'est pas enseignée dans les universités médicales. L'analyse des raison des causes profondes également n'est pas enseignée parce que lorsque l'on sait identifier les causes profondes d'un problème, cela permet d'identifier une solution plus facilement. Donc, par exemple, si c'est l'unité néonatale qui est surchargée, alors la solution est tout simplement d'élargir cette unité. Mais peut-être qu'en fait, si l'on procède à une analyse des causes profondes, la solution pourrait être d'améliorer la qualité des soins en améliorant les différents systèmes, à modifier les critères d'entrée et de sortie de l'hôpital. Donc, ils doivent savoir examiner, analyser et analyser les meilleures pratiques dont ils soient conscients. Ils ont besoin de données qu'ils pourront utiliser de manière rétrospective pour juger de la qualité des soins qui a été dispensé. Si les données ne sont pas bonnes, malheureusement, c'est souvent le cas, cela n'aide pas. Cela ne dit pas si le diagnostic du patient était correct ou si le traitement était correct, parce que ces données sont basées sur trop de variables. Donc, une des étapes d'apprentissage est de baser ces analyses sur des données solides et correctes et d'avoir accès également aux meilleures pratiques pour pouvoir ensuite comparer les soins dispensés par rapport aux meilleures pratiques pour voir ensuite comment est-ce que l'on peut combler cette lacune dans la qualité des soins. Merci, Grace, et merci d'avoir souligné le problème qui existe souvent autour des données. Une utilisation régulière des données pour suivre les progrès, identifier les possibilités d'amélioration est un des principes clés de l'amélioration continue de qualité.
Kathleen, peut-être que vous pouvez partager avec nous des leçons tirées, des efforts menés pour améliorer les systèmes tels que système d'enregistrement d'entrée, etc., pour collecter et rassembler des indicateurs, des facteurs de qualité des soins pour ensuite améliorer la qualité des soins néonataux et maternels. Merci beaucoup. C'est un privilège de participer à cette discussion. Donc, merci de m'avoir inclus et chaleureuses salutations à mes collègues panélistes et tous les participants autour du monde. Je voudrais souligner différentes opportunités et défis pour renforcer les systèmes de mesure de la qualité des soins néonataux et maternels dans l'objectif de l'amélioration des soins néonataux. Et mes commentaires sont tirés vraiment de mon implication dans différents efforts nationaux pour améliorer les soins maternaux et néonataux. De, dans de nombreux de ces programmes, j'ai d'ailleurs coopéré avec plusieurs d'entre vous, ce qui était un grand honneur. Je participe également au réseau pour l'amélioration des soins maternaux et néonataux auquel vous participez également certains d'entre vous. Tout d'abord, je dois dire qu'une évaluation régulière est un principe de base pour l'amélioration des qualités des soins aux côtés d'actions itératives pour modifier le statu quo. Et cela est essentiel pour avoir un apprentissage continu, comme cela a déjà été souligné par mes prédécesseurs. Il est absolument essentiel d'avoir des données afin de soutenir ces efforts d'amélioration continue de la qualité. Nous savons que des mesures de qualité des soins sont importantes parce que cela permet d'avoir des données pour définir les tendances et identifier les domaines qui peuvent être facilement améliorés pour savoir tout simplement si les soins sont suffisants, manque de qualité, et pour savoir également si la qualité des soins, une fois améliorée, est maintenue par différents mécanismes. Nous savons que des sources de données habituelles et traditionnelles peuvent être des données au niveau de l'entrée des patients à l'hôpital, de leur sortie, mais également au travers des différents districts et d'autres données administratives peut être utiles. Et les mesures et le retour d'expérience des patients eux-mêmes sont importants. Cela a été mentionné beaucoup hier lors de la session sur les soins respectueux. Un défi habituel pour la mesure routinière de la qualité des soins et que, par exemple, la proportion des femmes dont le tension artérielle était mesurée pendant les soins prénataux. On a du mal parfois tout simplement à savoir cela. Dans de nombreux pays, au travers de notre réseau, nous avons pu voir que de plus en plus de pays incorporent des mesures de qualité des soins dans leurs systèmes généraux. Cela dit, la question est de savoir quelles mesures de qualité des soins devraient être incluses dans les systèmes routiniers de mesure. Ce n'est pas une question superficielle et je crois qu'on ne consacre pas suffisamment de temps à cette question. Il est important de bien décider à quelle mesure il faut accorder une priorité. Et cela exige une réflexion et une coopération entre les responsables, les managers, le personnel en première ligne, ainsi que les experts en qualité des soins. À mes yeux, c'est une opportunité et un défi, mais il faut vraiment trouver le bon point d'équilibre entre trop de mesures et pas assez de mesures, car cela entraîne des coûts d'opportunité pour le personnel de santé qui doit déjà remplir beaucoup de documentation. Si l'on pense aux sages-femmes dans des cliniques qui doivent remplir toute une série de registres, les mesures de qualité de soins devraient aborder différents domaines, y compris l'expérience de soins, mais également l'égalité des soins, l'équité des soins entre différentes catégories de population, en plus de l'efficacité des soins, le fait de ne pas créer de mal, de ne pas avoir un impact négatif. Malheureusement, la définition des priorités, des mesures est quelque chose de seulement récent.
Et j'encourage les participants à explorer toutes les références que le site internet Align MNH a mis à votre disposition sur la qualité des soins, les indicateurs et le cadre de mesure de qualité des soins qui entre vraiment dans le détail et présente des recommandations pour l'évaluation et la mesure de la qualité des soins. Deux autres aspects, opportunités et défis en même temps que je voulais souligner, concernent la qualité des données qui est enregistrée et je crois que cela a déjà été mentionné par mes prédécesseurs, ainsi que les compétences des responsables des gestionnaires pour utiliser des données de qualité afin d'améliorer et d'identifier les possibilités d'amélioration. Il faut que les personnes aient les compétences cliniques, certes, mais aussi des compétences leur permettant de définir des priorités, de mesurer, de savoir utiliser les résultats de ces mesures, de ces évaluations à des fins d'apprentissage, de développement, de mise en place de projets d'amélioration de qualité, amélioration continue de la qualité. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail maintenant, mais heureusement, c'est un sujet qui mobilise de plus en plus d'attention dans de nombreux pays et au niveau international également. Et donc, je vous encourage vivement à consulter toutes les ressources disponibles dans le site internet Align et revenir à la première session de cette semaine qui a abordé certains de ces sujets aussi. Merci, Kathleen. Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose très rapidement sur l'amélioration de la qualité des soins et le décès, le taux de mortalité néonatale et maternelle? C'est un sujet qui attire beaucoup d'attention également. Cela a fait l'objet d'une session spécifique du réseau sur la qualité des soins néonataux et maternels. Alors, le MPDSR, lorsque cela est fait comme il faut, entraîne beaucoup d'informations sur les causes de décès périnataux et maternels et ainsi que les facteurs liés à une mauvaise qualité des soins. Cette information peut être extrêmement utile pour mener des efforts d'amélioration continue qui étaient, par exemple, dans tel district, tel pourcentage de décès maternels montre que une raison commune de ces décès, c'est l'hémorragie postpartum, un manque de supervision entraînant ce décès. Et ainsi, on peut travailler pour essayer de résoudre ces problèmes. Si on a ces mesures d'évaluation permettant de voir si la qualité des soins s'améliore ou pas. Et les audits, bien souvent, ont des recommandations qui ne sont pas systématiquement mises en œuvre et il n'y a pas suffisamment d'audits réguliers également. Cela permet de mettre en épreuve la mise en œuvre des recommandations issues d'audits pour voir si ces recommandations aboutissent aux résultats escomptés. Différentes publications récentes dans ce domaine sont disponibles. Et il faut souligner que nous savons que dans de nombreux pays, surtout au niveau des audits de décès périnataux, la qualité des soins de MPDSR se sont souvent apparus en parallèle. Nous savons que de nombreux pays essayent de voir maintenant comment mieux aligner le travail des comités MPDSR et qualité des soins. C'est le cas au Nigeria, par exemple, qui combine maintenant ces comités. Et c'est un scénario permettant d'apprendre beaucoup dans les pays. Et j'espère que lors de la conférence l'année prochaine, nous nous pencherons de nouveau sur ce sujet dans le détail. Merci beaucoup, Kathleen, et chacun d'entre vous pour votre contribution. Je vais essayer de résumer. Et la question que nous avons posée, c'est de lister les actions critiques qui doivent être adoptées pour assurer des services de qualité essentiels qui puissent se poursuivre en cas de crise. D'après le cadre d'action sur le leadership et la responsabilité, ce que nous avons appris de votre part, c'est vraiment concernant le leadership, c'est de se concentrer sur les engagements
financements domestiques nationaux du point de vue financier afin de soutenir la qualité des soins au niveau national, ainsi que du point de vue de l'implication et de la détermination du gouvernement afin de réussir à aligner les différents partenaires pour harmoniser les investissements autour de ce sujet et de définir des priorités et de compenser, si nécessaire, les ressources humaines. On a souligné l'importance des ressources humaines à plusieurs reprises. Autour de l'action, il s'agit d'encourager une culture de qualité des soins du haut, c'est-à-dire des managers, des gestionnaires, mais également d'utiliser les associations professionnelles pour mettre en œuvre ces efforts. Lorsqu'il s'agit de l'apprentissage, on a parlé d'approche de développement des capacités flexibles entre homologues, entre pairs, à distance, un partage des leçons tirées entre réseaux de qualité des soins, par exemple, entre pays. Lorsque l'on parle de redevabilité, responsabilité, il s'agit de voir ici comment mobiliser les communautés et les parties prenantes clés pour concevoir, mettre en œuvre et utiliser des données probantes pour améliorer la qualité des soins et d'améliorer, de renforcer des systèmes de données qui sont parfois lacunaires. Tout cela dit, nous avons vu quelles étaient les opinions du public sur les priorités. On peut peut-être obtenir quelques réflexions encore de la part de notre panel sur les commentaires au cours de ce cadre d'action et d'apprentissage et de responsabilité du leadership. Margaret, est-ce que je peux revenir vers vous d'abord pour une réflexion brève, succincte, sur les commentaires communiqués par le public? Merci beaucoup. Depuis ma place ici et en réfléchissant à ce cadre dont vous avez parlé à propos du manque de financement parfois et aussi la motivation politique, je reçois beaucoup de soutien de la part des directeurs au sein du ministère de la Santé. Et pour moi, le fait d'avoir des personnes motivées, engagées dans leur travail, bien impliquées dans ce qu'elles font, c'est fondamental pour la qualité des soins de santé. Parce que parfois, on voit que le personnel est transféré d'un endroit à l'autre et nous avons beaucoup de bénévoles. Et lorsque on se rend compte que les bénévoles ne sont pas très impliqués dans leurs tâches, il y a des efforts pour former des infirmières et notamment des sages-femmes. Donc, on voit davantage d'engagement, davantage d'implication de leur part. Pour l'instant, on se rend compte que pour travailler, on manque d'outils. D'autre part, il faut parler de la question de responsabilité. On essaye de construire des partenariats. Donc, moi, j'ai travaillé avec davantage de partenaires. J'ai travaillé avec des personnes qui venaient de beaucoup d'agences différentes. Mais nous pensons que c'est très important d'avoir un leadership et on a pu nous reposer sur le leadership d'un partenaire américain qui a amélioré les installations que nous avions sur le terrain grâce à un financement. Donc, toutes les installations et tous les districts doivent se rassembler, travailler ensemble. Pour ce qui est de la communauté, j'aimerais dire, comme l'a dit le Dr Hill, il faut un engagement et un respect
dans la chaîne hiérarchique de soins. Donc, nous voulons intégrer la santé maternelle et néonatale et la mettre au cœur de la qualité des soins parce que nous avons ratifié des traités mondiaux, des protocoles, mais au niveau intérieur, il faut maintenant que ceci soit traduit dans les faits. Donc, à l'avenir, un meilleur respect et également une structure claire où les comités sont informés des responsabilités, des règles à appliquer, des rôles de chacun pour pouvoir mettre tout cela en œuvre et bien sûr recevoir les réactions et les partager. Merci beaucoup, Margaret. Je vais passer à l'intervenant suivant, par exemple Gagan. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à tout ce que l'on a entendu? Merci. Très brièvement, le plus important pour moi, c'est un bon leadership au niveau central avec des bonnes priorités et un financement durable. Donc, un pays, un plan, un budget. Et tout doit être aligné au niveau national et s'aligner avec les priorités nationales. Ceci doit être conduit par les données pour s'assurer que la qualité suit la couverture. Deuxième élément, je crois qu'il faut saisir les opportunités. Nous avons eu à gérer le Covid, mais ceci a remis en question énormément de choses et beaucoup de questions qui étaient en suspens, des questions telles que l'infrastructure, les lavages, la désinfection, la technologie, les ressources humaines. Il y a eu vraiment un élan pour régler tous les problèmes en suspens et je crois qu'il faudrait utiliser le Covid comme opportunité en ce sens. Merci beaucoup. Mike. Merci. J'apprécie beaucoup les réactions et les contributions précédentes. Sur ce que vient de dire Dr Gagan, je suis entièrement d'accord et Margaret l'a dit également. Il faut un leadership national, un alignement entre partenaires, un alignement des ressources. Au-delà de cela, il ne suffit pas d'avoir un bon leadership national. Le leadership doit être réparti, où les personnes dans l'ensemble de la chaîne hiérarchique ont besoin de reprendre à leur compte la qualité des soins. Mais on ne peut pas simplement déléguer les responsabilités. Il faut déléguer également la capacité d'agir, déléguer également quelques ressources. Et il n'y a rien qui tue un projet si rapidement que lorsqu'il n'y avait pas de ressources disponibles au bon niveau. Moi, j'ai vu des échecs dans des hôpitaux uniquement parce qu'on n'arrivait pas à imprimer le bon document au bon moment. Donc, il faut vraiment un bon partage de responsabilités et la capacité d'agir. Autre chose, la responsabilité est fondamentale. La redevabilité, la responsabilité peut également être néfaste si elle est mal gérée, si elle est synonyme de culpabilité à appliquer aux autres. À ce moment-là, cela peut enrayer la mécanique. Je vous remercie. Merci beaucoup. La culture de la culpabilité, c'est vraiment quelque chose contre quoi nous avons à choper pendant de nombreuses années. Grace, quelles sont vos réflexions à la suite de ce que nous avons entendu jusqu'à présent? Merci. Nous avons parlé des politiques qui reposent sur des faits tangibles. Mais pour qu'il y ait un bon leadership, il faut également renforcer les capacités à l'intérieur de ce leadership, de façon à ce que nous puissions voir la composante maternelle et néonatale comme une seule composante, au lieu de les considérer comme des fragments de domaines différents. Par exemple, si nous avons un problème dans l'unité néonatale, ils sont parfois évitables. Il faut donc qu'il y ait des mesures préventives dans
la partie obstétrique au moment de l'accouchement, en amont de l'unité néonatale, car nous avons à en considérer les deux parties comme un tout. Il faut un bon leadership qui voit cela, qui soit en mesure d'avoir la hauteur de vue, la clarté de vision, de considérer qu'il s'agit des deux faces de la même monnaie. Donc, la partie obstétrique qui traite de la mère et la partie néonatale qui s'occupe du nouveau-né. Il y a des solutions qui sont liées des deux côtés. Donc, le fait de réfléchir de façon systémique est fondamental pour éviter des solutions parcellaires. Il faut qu'il y ait des mesures préventives pour éviter des accouchements prématurés, pour éviter des complications au moment de la naissance, parce que dans les pays à faible revenu, parfois, c'est très difficile à éviter. Et il faut donc se centrer sur la prévention. Il faut dédier des ressources également pour pouvoir faire en sorte que ces problèmes soient évités. C'est une omission, il me semble, dans beaucoup de systèmes de santé jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Grace. Merci beaucoup pour avoir mis le doigt sur l'imbrication entre la santé maternelle au moment obstétrique et la santé néonatale. Kathleen, vos réflexions. Merci beaucoup, Anshu. Je suis tout à fait d'accord avec ce sur quoi sont revenus les membres du panel. Je crois que les sujets dont nous avons discuté pendant cette session montrent l'importance du leadership à tous les niveaux, au niveau national, au niveau de l'hôpital, au niveau des ressources humaines, s'assurer que chacun travaille dans un environnement de confiance et l'importance également des systèmes de données. C'est fondamental de façon à pouvoir réagir comme il convient en temps de crise. Le premier panel, pendant la première journée de cette conférence, avait des contributions très intéressantes, notamment la personne qui venait d'Uttar Pradesh, sur l'ensemble de la capacité à réagir du système de santé, notamment en temps de pandémie de Covid, avec certains services qui avaient été interrompus. Je crois que nous avons peut-être moins d'informations sur la façon dont la qualité des soins a été affectée par le Covid. On a des données sur la mortalité, sur l'interruption de services de santé, mais peut-être moins d'éléments sur la qualité des soins. Donc, l'un des thèmes dont nous parlons aujourd'hui, à savoir renforcer les systèmes d'information routiniers qui vous informent sur la qualité des soins, qui permettent de prendre des décisions rapides, ainsi que les structures de décision qui nous permettent de continuer à apprendre dans le système de santé sont des mécanismes extrêmement importants pour rester réactifs face à une crise. Donc, je crois que tous les sujets dont nous discutons aujourd'hui autour de leadership, la gouvernance, l'action, les systèmes de données, l'apprentissage continu a été vraiment au centre de la réponse et de la résilience face à la crise. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Kathleen. Je tiens à remercier l'ensemble des participants à ce panel pour la discussion très intéressante que nous avons eue. Nous avons vraiment mis l'accent sur la qualité des soins, que ce soit au niveau national, au niveau du district ou bien au niveau de la communauté. Donc, quelles que soient les strates dans la société, dans la géographie du pays, ce sont des questions cruciales. Donc, nous aimerions pouvoir poursuivre cette conversation et nous serons heureux de continuer à explorer ces sujets ensemble lors de la conférence internationale sur la santé maternelle et néonatale, IMNHC, en mai 2023. Et d'ici 15 minutes, nous aurons
l'événement de lancement pour cette conférence et nous espérons que vous pourrez en apprendre et en savoir plus sur cette conférence que nous avons la joie d'organiser. J'espère que vous pourrez nous rejoindre pour cet événement de lancement. Nous allons avoir l'enregistrement de nos discussions qui sera disponible. Vous pourrez vous y référer. Il y aura également des ressources qui viendront étayer nos discussions d'aujourd'hui. D'autres ressources sont disponibles également dans la même plateforme sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir votre avis, votre opinion et il y a une petite enquête très rapide de 5 questions sur la page dans la boîte de dialogue. S'il vous plaît, n'hésitez pas à faire dérouler le menu jusqu'en bas pour pouvoir répondre à ces 5 questions. Nous avons été heureux de vous avoir avec nous pour cet événement très important. Il s'agit d'une des nombreuses conversations qu'il faudra inclure d'ici la conférence internationale sur la santé maternelle et néonatale. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui.